Inigirante, metinalol. Dem bahía, bahía, saya para Saidon. No tengo papel, vivo ilegal. Salgo en la calle, me llevan para cárcel. Inigirante, metinalol. Dem bahía, bahía, saya para Saidon. Les obstacles à la création des mécanismes de participation et d'engagement entre les diasporas et les autorités locales. Donc nous avons Aïssatou qui est consultante à ADEP ainsi que le représentant de l'expérience catalane. Donc en attendant l'arrivée de Djabira, nous allons donner la parole à Aïssatou. Hello everyone, my name is Aïssatou Diallo. I am part of the advisory council of ADEPT. I think I am part of ADEPT since it was founded 14 years ago. We were one of the first experts at ADEPT, and since then I've been working closely with everyone of the people of the big family called ADEPT. Yes, I think we are gathered today here to speak about different experiences that we have, like with different kind of journey that we've had. I think when I started at ADEPT, it was something new for me. I think when we first founded ADEPT, it was something quite different because it was us getting together, knowing to each other, and the most important thing was to know where we wanted to go as a diaspora. I think together we were able to found really a good platform to work with in different ways. And since 5 years, I've moved back to Senegal, where I am working since 5 years now. I am working with municipalities, as you saw on the program. I'm working with different mayors and the treasury. And what we do is we came with a platform helping the informal sector to be organized. So what we do is we sign contract with different municipalities, and when we sign a contract with these municipalities, we'll help the merchants on the street having businesses to be able to pay the taxes and make sure like it gets where it's supposed to get. I mean, it gets into the treasury like the way it's supposed to do. So since 5 years, I mean, it has been very hectic. It wasn't an easy journey. But for 5 years, we've been able to do a job together with all these people. So, like, you know, in any businesses, there are always challenges, things that goes very good and things that are bad. And for these 5 years, we've learned very much from our mistakes, and still trying to strive to make sure, like, you know, we do the job properly. Thank you. Thank you, Aïssatou. Nous passons la parole au représentant du Fonds catalan. Au nom du Fonds catalan, bon, notre président a déjà donné la bienvenue ce matin. Nous sommes vraiment heureux de cette rencontre, de Diaspora Development Dialogue ici à Barcelone.
Moi, bon, je vais parler un peu du cas, des études de cas qu'on se trouve ici en Catalogne par rapport à les relations qu'il y a entre les administrations locales et les diasporas. De la part des mairies des communes catalanes, le co-développement, le binôme entre l'immigration et le développement, c'est un sujet qui a été travaillé depuis la fin des années 90, au même temps qu'en France, à partir de la proposition de Sami Naïr, a commencé à être implémenté comme une ligne politique pour engager les diasporas dans les lignes de développement au pays d'origine, mais aussi comme une agent de cohésion sociale à la société d'accueil. Et donc, on a une belle expérience en ce sujet, et cela aussi nous a permis de voir quelles sont les contraintes, quelles sont les expériences de succès, donc approfondir dans cette ligne. Par rapport aux problématiques qu'on a trouvées le plus souvent, bon, il y en a plusieurs. Moi, j'ai noté ici 8 que je pense pourront être débattues plus tard dans les tables que demain auront lieu là-bas à la Secrétariat des migrations. En premier lieu, c'est la suppéditation des politiques migratoires comme une compétence exclusive des États. Cela, bien sûr, pose des limites à la capacité d'action des gouvernements locaux et des mairies pour travailler sur cette ligne et apporter des solutions, malgré qu'à partir des compétences qu'ils ont les mairies, notamment sur la question des politiques sociales, des politiques d'intégration et de gestion de la santé, de l'éducation au niveau local, il n'y a pas mal du terrain pour faire des choses. Mais en tout cas, le fait que la politique migratoire soit dans les mains des États, ça pose déjà une première contrainte. Deuxièmement, il y a aussi la question que parfois, on a perçu que souvent, la responsabilité de développement de leur pays d'origine est mise dans les épaules des migrants. Et ça, on pense que c'est pas une bonne pratique, puisqu'il faut essayer que ce soit toute la société d'accueil qui s'engage dans cette politique en travaillant sur la ligne de la citoyenneté. Sam, ce matin, quand il a fait la présentation, il parlait de cette question, non, de jouir de la pleine citoyenneté et pas seulement prendre une responsabilité pour le développement de son pays d'origine, mais aussi participer dans d'autres forums sur la question de la santé, de l'éducation, du transport, de l'urbanisme, comme un autre citoyen catalan dans ce cas, parce qu'on parle ici des mairies catalanes. En troisième lieu, il y a une question aussi des barrières administratives. Parfois, quand les associations d'immigrants veulent promouvoir un projet dans son pays d'origine, il y a certaines barrières administratives à suivre. Et cela est lié à encore un autre point, que c'est la manque, je ne sais pas si on dit manque en français, mais des capacités. La manque des capacités pour gérer parfois des projets, surtout au niveau administratif, de formulation et de gestion des outils pour faire ces gestions de projets. Il faut penser aussi que souvent les migrants qui arrivent ici, ils ont d'autres soucis. C'est surtout chercher des revenus, chercher un travail, chercher un habitage. Alors, les surcharger avec ces responsabilités, c'est parfois un problème, quoi. Cinquièmement, c'est que dans la question du co-développement, on n'a pas eu toujours présent la question des impacts sur la société d'accueil.
Comme il disait le président du Fonds catalan ce matin, Isidre, à notre avis, le co-développement, c'est une monnaie avec deux faces. La première agit sur la société d'origine, la deuxième agit sur la société d'accueil. Et normalement, quand on a travaillé des mairies catalans dans le domaine du co-développement, on a focalisé beaucoup sur la société d'origine, mais on n'a pas eu assez en compte la question des impacts sur la société d'accueil et notamment sur la cohésion sociale. Et cela, c'est aujourd'hui encore plus important à tenir en compte en considérant les discours de l'aine et le racisme qui est en train de, malheureusement, de grandir ici en Europe. Et aussi, encore un point, c'est la manque aussi de stabilité des projets de co-développement. Très souvent, les associations qui travaillent dans cette ligne, ils posent des projets, de petits projets très focalisés sur son ville d'origine. Et ces actions ils finissent et puis ils restent là-bas. Personne ne fait après un suivi et on ne sait pas exactement quels sont les impacts réels sur la vie communautaire et les améliorations que cela comporte pour la population locale en origine. Lié aussi à ce point, on trouverait le fait qu'il n'y a pas non plus toujours, à notre avis, il n'y a pas assez de coordination ou d'alignement avec les politiques de développement local, avec les autorités locales dans les pays d'origine. Notamment le cas qu'on connaît le plus, c'est le Sénégal, mais aussi Gambie. Et finalement, il y a aussi des difficultés pour encadrer la question c'est pas en espagnol on dit remesas, les transferts d'argent, voilà, les transferts d'argent que les ressortissants qui habitent ici transfèrent vers leur famille et comme gérer, parce que la potentialité de ces transferts d'argent dans le développement du pays sont très grandes sans doute. Bon, on peut, ce sont les points les plus importants. Merci. Très bien, merci beaucoup. On va donner à notre dernier intervenant, Koundoul, vous avez la parole. Merci, je me permets de prendre le relais de M. Thibou Gassama qui devait être là au nom de la FADERMA. Il se trouve que j'ai été président de la FADERMA et il m'a succédé. Donc le sujet qu'il aurait pu aborder, je pense que je peux vous apporter quelques éléments qui nous permettront peut-être d'avoir au moins un avant-goût de ce qui est la coopération entre notamment les Yvelines et le département de la... Au début, c'était des associations que j'appelle les solidarités intimes. Les uns et les autres se retrouvaient pour déjà, par nostalgie, se retrouver tous les dimanches, cotiser, s'entraider mutuellement pour des questions surtout de naissance, de décès, de retour en tout cas des corps, etc. Et cette dynamique associative a connu des évolutions quand dans les années 80, entre guillemets, les intellectuels ont intégré ces petites associations que j'appelle de solidarité intime et ont transformé ces associations en loi 1901. Donc, donner une structure juridique à ces associations qui étaient informelles pour leur permettre justement de porter des projets vers les services sociaux de base. Et ainsi, beaucoup de nos ressortissants ont créé des associations de développement qui sont impliquées intrinsèquement pour apporter aux populations locales un peu de l'eau, un peu de santé, un peu d'éducation. Et dans la région des Yvelines, donc, notamment, nous sommes une communauté assez importante et très structurée, très organisée. Et nous allions chacun de son côté pour sa chapelle. Et il se trouve que aussi nous avons trouvé sur place un terreau favorable parce que le président du conseil départemental de l'époque avait déjà un lien très fort avec le Sénégal et avec le Maroc.
Et il a institué ce qu'on appelle un habitant, 1 euro. C'est-à-dire que les Yvelinois ont réussi à intégrer la question de la coopération décentralisée déjà au niveau même de la fiscalité. Ce qui veut dire que tous les ans, on gérait à peu près 1 million d'euros, rien que les collectes de la fiscalité des populations yvelinoises envers la coopération décentralisée. Et puisque le Sénégal, les cibles principales, c'était le Liban, le Sénégal et le Maroc, mais vu que nous avions d'abord une forte communauté et très organisée, je peux dire que 60% des financements allaient vers le Sénégal. Et ça, c'est un premier aspect. Donc, il y avait une volonté politique déjà de créer ce pont via la diaspora pour apporter des éléments structurants en termes d'accès à l'eau, à l'éducation et à la santé. Mais vu qu'il y avait un cloisonnement des actions, que chacun y allait selon ses envies et selon ses priorités du moment, le président Bédié nous a demandé, mais est-ce que ce ne serait pas mieux que vous vous organisiez en fédération pour déjà vous rendre plus fort, ce qui est vrai, pour mutualiser les compétences que vous avez à travers vos expériences diverses, et que ça nous permette aussi de porter des projets qui ne soient pas seulement de projets de village, mais plutôt de territoire, qui concernent tout le département. C'est ainsi qu'il y avait déjà une coopération qui existait entre l'ancien président du conseil départemental de Matam, avant que l'acte 3 de la décentralisation crée les 3 départements. Et nous avons fini par re-signer d'autres conventions entre les Yvelines et les 3 autres départements, Kanel, Matam et Ranérou. Et ça nous a permis d'aller plus loin que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Et j'en veux pour preuve, aujourd'hui, nous avons déjà 2 structures locales qui permettent d'être un peu les relais au niveau national. Nous avons la FADERMA locale qui est l'interface de la FADERMA France. Et nous avons mis en place ce qu'on appelle la Maison des Yvelines. C'est un centre de ressources qui opérationnalise généralement les projets portés par les migrants, mais va au-delà, c'est-à-dire la capacitation des agents des services publics pour tout ce qui est études, suivi, évaluation de projets, et aussi pour vraiment suivre les projets que nous avons initiés. Et l'autre, en tout cas, projet phare qui justifie en tout cas que nous soyons une fédération, c'est que nous venons d'obtenir avec le PISD et le département des Yvelines un financement de 1,3 milliard pour la réhabilitation de l'hôpital de Ourossogui qui n'a pas été réhabilité depuis les années 70. Et nous savons tous que la problématique de l'accès à la santé se pose dans nos hôpitaux parce que les niveaux, les plateaux ne sont pas très élevés. Ça nous permet aujourd'hui, en tant qu'association, de porter un projet d'une envergure presque nationale. Parce que, enfin régional, mais qui polarise un peu plus loin Bakel, qui polarise la Mauritanie, qui polarise toute la région de Matam, Kanel et, enfin, département de Matam, Kanel et Ranérou. C'est vous dire que la diaspora n'a plus rien à prouver en termes de coopération. Nous avons été longtemps le prétexte majeur de toutes les coopérations qui ont eu lieu entre nos territoires d'installation et nos territoires d'origine. Je disais tout à l'heure que nous sommes une plus-value qui n'est pas négligeable. Et nous, malgré tout, nous avons besoin de nous rencontrer, de savoir qui fait quoi, où on se situe, quelles sont les priorités et quel regard doivent avoir nos États sur ce que nous faisons. Parce que malheureusement, souvent, nous sommes une quantité négligeable quand on... Malgré tout, tout le monde sait que la migration est une porte d'entrée de la coopération, que c'est un fort levier de transfert monétaire et que, entre guillemets, aussi c'est un potentiel levier pour l'entrepreneuriat, mais malgré tout, il n'y a pas de structure dédiée pour polariser, coordonner et rendre tout cela visible et créer des interactions. Voilà ce que je pouvais dire, en tout cas, de la coopération que nous avons entre la France et le Sénégal. Je reviendrai pour vous parler d'autres choses, notamment la sécurité alimentaire, raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Merci. Merci, Kondoul. Donc nous allons passer au débat. Ce que font les migrants en rapport avec leur localité d'origine, qu'est-ce qu'il faut faire pour aussi que tout ce que font les migrants ait
un impact dans leur localité d'origine. Parce que s'il n'y a pas d'articulation entre les interventions des migrants et ce que développent les autorités locales, donc des fois aussi, il y a une certaine déconnexion qui fait que aussi souvent les interventions n'ont pas tous les impacts qu'il faut pour en tout cas faciliter le développement. Donc voilà, et nous vous passons la parole pour ceux qui veulent poser des questions ou avoir des contributions. Hola, buenas tardes. Yo me expresaré en castellano. Primero, daros las gracias de lo que has explicado sobre el codesarrollo, ¿no? Además, la palabra lo engloba. Codesarrollo son dos partes que se tienen que unir para poder hacer realidad esas necesidades. Como mujer, creo que la inmigración no es todo social, económica, sino también otro factor importantísimo, personas que salen de su país con un bagaje muy amplio y cuando llega aquí se encuentra con un sistema racista y descolonial de los cuales no cuentan o no cogen las capacidades que son de realidades vividas de las personas, sino todo está enfocado con la aprobación académica. Esto es un problema muy grande, porque cuando se habla de proyectos, se elabora proyectos, pero cuentan con una técnica que es de aquí, que tienes que ir a África a hacer una investigación, una identificación sin tener en cuenta de la misma persona que conoce realmente su país, conoce las necesidades, si no, no puede ir a hacer esta investigación. Han cambiado los roles de los cuales no hace falta, porque ahora mismo uno que vive aquí, de Senegal, puede realmente identificar cuáles son las necesidades del problema que tenemos. Mientras que no podemos tener en cuenta la presencia de las mujeres, porque mientras que las mujeres no están presentes en los espacios de debate y de poder, pocas cosas vamos a cambiar. Llevamos años y años hablando del co-desarrollo. Nosotros mismos somos agentes de desarrollo. Cuando tú hablas, por ejemplo, de que cada persona piensa en su país, en su lugar, en su pueblo, es totalmente normal. Porque cada persona lo que quiere es que donde viene sea una cosa muy importante. Ojalá que pudiera gestionar de una manera comunitaria y que sea un proyecto real de co-desarrollo en nuestro país. Porque solo las remesas que tenemos ya es un cambio y puede ser un cambio muy favorable en nuestro país. Lo otro es la experiencia que ha tenido el señor Kundun, que nos ha explicado lo que ha hecho. Supongo que ha empezado desde el principio, ¿no? Que todo ha empezado poco a poco subiendo hasta llegar, pero todo ha sido comunitario. Yo creo que también eso lo tenemos porque las buenas prácticas también son cosas a copiar. Tenemos que saber cómo han hecho ellos para poder llegar donde han llegado, para poder decir hemos enviado tanto. Yo la bombo me he llevado aquí una ambulancia de Barcelona hasta Dakar, sin dinero, porque sabía que había una necesidad y no tenía los 12.000 euros para pagarme el transporte. De la misma manera, otro lo puede hacer, pero sería mejor si tenemos un proyecto común donde todo el mundo mete su mano para poder hacerlo realidad. Nada más, gracias. My name is Ea Chotafara. I have been seeing, really, thank you very much. So, she gave an example of the diaspora can go back to Africa and give what they call the soft power or the human resource. Remittance is not the cash, the milking cow, you know, sending money, doesn't matter how you get it. Then the African governments, they say, yes, money is coming, yeah, but you are suffering here. I came here because I'm passionate about this political dialogue. The stakeholders. We are not living in a vacuum. People live in a country where they contribute. After 10 years, when someone is suffering because of the type of life he lives, I think you said it, returning to Africa, you know. This is such a tragedy. We should not accept it. People should not be deported, whether voluntarily or not. Because the problem they got was in Europe. It has to be solved in Europe. I for one, call upon that, you know. Then the other one is, as you say, the research, or you put it barriers. Barriers are, and you even input migrants
have that difficulties of managing a project and things like that. I don't know how many Spanish people do manage projects. We should not generalize. One, at least use it, some of them. The idea is, you know, it's a vicious circle. Is it the eggs or the chicken, which is first, yeah? If there was funding for the migrants, the brave Africans could travel thousands of kilometers, they could make it. They came with purpose and they're succeeding. The other one is Spain as a nation and Catalonia and other. We could, you know, the ODA, the Official Development Assistant, which is transacted from one corrupt system to another corrupt system, and the money is somewhere going. So I think it could be good. The diaspora could make best out of each coin, the taxpayers' money, to make a change in Africa. So I think it could be good to call upon sharing then the other one is, before when people were talking about political engagement. Yes, I call for that, but politics alone does not bring. You know, some people go to politics, the others do entrepreneurship, but where to get the funding? So out of 300,000 migrants, I think it is time also to see in terms of engaging, sharing, microfinancing and other things, yeah. So that area I would like to address. And thank you. You have finished your time. Yeah, just for politics, sometimes also you go to politics to bring change, not just to sit, because most of the time people love going to politics. So IOM, please do not deport and do not support projects to deport Africans. It is not the debate, please. Yeah, no, thank you very much. Okay. Yeah, thank you. Thank you. Dans les Yvelines, aujourd'hui, il a été mis en place ici, Yvelines Coopération Internationale au Développement, qui regroupe des associations des diasporas, des ONG et toutes les collectivités qui veulent bien adhérer parce que c'est un groupement d'intérêt public. Donc la condition aujourd'hui pour avoir des financements des Yvelines, c'est d'être membre de ce groupement d'intérêt public. Je crois que Faderma est membre. Et l'autre aspect de cette expérience yvelinoise, c'est que les Yvelines, c'est le seul département de France qui finance jusqu'à hauteur de 15 000 euros. Un peu comme le Praosim, le Forim et d'autres bailleurs, disons, d'autres enveloppes dédiées aux petites organisations. Cette expérience est d'autant plus intéressante que, quelque part, les financements publics sont complémentaires aux financements locaux. Par exemple, aujourd'hui, il a parlé de PAID. Quand les PAID financent, ils financent jusqu'à hauteur de 70% des programmes qui est mis en place au Sénégal. Il y a un programme financé par l'Agence française de développement au Sénégal pour les Sénégalais, les associations sénégalaises qui veulent mettre en place des projets, il en a parlé tout à l'heure. Il y a la même chose au Mali. Mais ces financements ne sont pas compatibles, par exemple, avec les financements du Forum. Parce que c'est la vidéo aussi qui finance aussi les forums, l'enveloppe forum, l'enveloppe agence de micro-projets. Par contre, ce financement est complémentaire avec les financements des collectivités. Donc c'est la connexion entre État, niveau étatique, qui est l'Agence française de développement, et le niveau territorial, qui est les Yvelines, la région Île-de-France aussi. Du coup, dans les Praosim, les Yvelines font partie du comité d'examen paritaire. Bon, c'est quelque chose qui nous intéresse en tant qu'adepte, parce que un peu, quand on parle l'adepte veut, en tout cas, envisage un programme, une enveloppe qui s'appelle Grand Fonds, le fonds de financement de la diaspora, et qui nécessite, par exemple, un comité qui intègre comité d'examen, c'est-à-dire que ce n'est pas adepte qui va donner les sous, c'est adepte qui gère, qui reçoit l'enveloppe, mais adepte choisit des structures qui financent aussi les diasporas pour former un comité d'examen, un comité qui attribue. Comme ça, adepte ne sera pas jugé parti. Donc ça, c'est une initiative qui peut être utile, y compris pour la Catalogne et l'État sénégalais, parce que non, l'État espagnol. C'est une idée qu'on peut développer aussi pour la casque, pour les associations de la diaspora en Espagne. Parce que si la Catalogne vous soutient, pourquoi pas l'État espagnol?
My name is Fatima Farah, and I'm a director of HIRDA organization. It's actually one of the diaspora organizations started in 1998. So when you talk about the initiatives that diaspora take, it's something that we recognize actually. We recognize that there is a lot of lacks within the diaspora who are going to initiate the projects in the country of origin. Although we are willing to do the best, there is some problems that we have, and that is sustainability is one of the problems. You know, we should have to think when we finish the schools that we wanted to build, what will happen to school? Who will be the teachers? How can we get the running cost of the schools? You know, and there is a drive for this, and that drive is the one that we are going to do something in our country of origin, but still we should have to think about it strategically. The project that we are initiating should have to be sustainable after 20, 30, 40 years. And it is not something very strange because the big organizations, they have also those problems. You know the white elephants. The white elephants are the project that the big NGOs started and then never finish it. So we are not the one who is not capable. So what I'm going to advise to the International Cooperation for Development in Spain is not only funding, but also monitoring the project that diaspora initiate. And monitoring, what I mean is like giving money to build their capacity, to develop the strategic plan, to develop the organization. And that is the serious, because when we get project, we get 20,000 for a school building or teacher training or something else, but then it is finished, and then we don't have anything else. That is not actually the way that the organizations work. We should have to get structural funding for 5 years, that the organization get the opportunity to develop themselves, to be eligible and, very good organization who can deliver, such as other organizations like Save the Children, and we can grow, but we need the support, and that should have to come from the government if it is serious, engaging diaspora to the development. Thank you very much. Thank you. Thank you. Exact. Il y a d'autres interventions? D'accord, merci. C'est toujours une contribution. Hein? Oui, ouais, ça. Je serai vraiment généraliste. Hein? Donc, vous avez parlé de développement, vous avez parlé de la coopération décentralisée, mais l'élément essentiel, l'instrument d'orientation stratégique pour réaliser de tels projets, c'est les textes de la décentralisation. Souvent, les porteurs de projets sont confrontés à des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas les textes de la décentralisation des pays d'origine. La décentralisation ne date pas d'aujourd'hui. C'est un concept qui est actuel, mais toujours évolutuel. Les principes sont les mêmes, ce n'est pas un système standard. Mais compte tenu des réalités culturelles, historiques, géographiques, politiques et anthropologiques, ça change d'un pays à un autre. La décentralisation au Sénégal, ce n'est pas la même que la décentralisation en Espagne. Parce que la nature politique des États ne sont pas les mêmes. En Espagne, on a un État régional et au Sénégal, comme en France, nous avons un État unitaire, centralisé, déconcentré et décentralisé. Donc les réalités ne peuvent pas être les mêmes. Donc il faut s'approcher des élus qui connaissent. C'est important. Parce que aussi beaucoup de gens dirigent des institutions locales sans maîtriser les textes. Mais heureusement, il faut le dire, au Sénégal, avec l'acte droit de la décentralisation, mais il y a eu des avancées. Oui, l'acte 3, alors vraiment a constitutionnalisé les principes de la décentralisation qui sont l'autonomie organique, l'autonomie fonctionnelle, l'autonomie juridique, l'autonomie financière, l'autonomie patrimoniale. Ça, c'est déjà un atout. Oui. Donc, il y a aussi un autre aspect, peut-être on reviendra là-dessus, c'est la dimension économique de la coopération décentralisée. C'est important. Merci beaucoup. Merci.
c'est une petite contribution aussi que nous voulons apporter le plein air. C'était pour vraiment dire que nous pensons pour qu'on puisse avoir un vrai développement dans nos pays d'origine, il faudra toujours impliquer la population bénéficiaire. Je vous donne des exemples concrets. À l'époque, nous, en 1978, on a commencé à faire des forages. Avant, nous, en tant qu'ONG à l'époque, les gouvernements arrivaient dans les villages. La population qui vous avez besoin, on a besoin de l'eau. Le gouvernement arrive et fait des forages, sans impliquer la population. Un forage avec la pompe coûte des millions. Des 3 jours, c'est détruit. Parce que la population n'est pas impliquée. Nous, en tant que Nafagona, on a dit non, ça suffit. En tant qu'ONG locale, on a dit non, ça suffit. D'abord, écouter la population, impliquer la population. En créant des comités de gestion d'abord, choisir un cadre local formé pour la manutention de la pompe. Et ces forages, grâce à Dieu, jusqu'à présent, ça marche. Ça, c'est très important. Autre aspect très important, lorsqu'on parle de techniciens, il faut impliquer les techniciens locaux. Même étant en Europe ici, s'il y a des conditions, ils vont contribuer là parce qu'ils connaissent la réalité. Je vous donne des exemples concrets du pays où nous vivons, le Portugal, avec tout le respect. S'il y a un financement, ils profitent de prendre leur cadre. Sans expérience, ils vont là-bas, soi-disant pour aider, au fond, ils bouffent l'argent, la moitié de ce fonds, ça revient pour eux. Il faut qu'on doit ouvrir nos yeux, vraiment. Pour développer, il faut impliquer les gens. D'abord, les bénéficiaires localement. Ça, c'est très important parce qu'il ne va pas prendre beaucoup de temps. Vraiment, le moment est venu qu'on doit ouvrir nos yeux pour aider nos pays. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va prendre 2 intervenants et on termine parce qu'on va donner la parole à Djabira qui vient d'arriver. Et ensuite, les autres intervenants doivent répondre aux interpellations et questions qui ont été posées. Donc, on prend 2 intervenants et on clôt le débat. Oui. Bonjour. Mais je voudrais d'abord remercier aussi les migrants, notamment les compatriotes qu'on a trouvés, donc du Sénégal et d'ailleurs. Les féliciter pour le travail qu'ils sont en train d'abattre, parce que c'est important. M'aligner aussi pour dire et rejoindre à ce que quelqu'un vient de dire par rapport aux projets qui naturellement n'ont pas d'issue ou bien n'ont pas de succès dans le cadre de leur mise en œuvre. Je pense que ce que les Yvelines sont en train de faire avec le département de Ranérou que je connais bien, donc avec Thioune, avec qui j'ai travaillé dans le cadre de la conception de ce projet, je pense que c'est un bon modèle parce que le modèle a été inclusif. Je parle en connaissance de cause parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui penser faire des projets avec les ressources qui se font aujourd'hui rares et se permettre aujourd'hui de dire que c'est des projets sans issue ou bien qui ne réussissent pas. Ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est la mobilisation des ressources. C'est important quand les gens se mobilisent, donc sous le froid, sous la pluie, sous la neige, en train de mobiliser avec d'autres acteurs qui les aident, qui les accompagnent pour qu'il y ait des ressources répondant ainsi aux préoccupations donc des besoins qui sont au niveau de leur pays d'origine. Je pense qu'il y a des leviers importants qui sont au niveau du Sénégal parce que c'est un pays quand même structuré. Donc je parle sous le contrôle d'un des directeurs de l'Agence régionale de développement de Sédhiou. On a des ARD qui sont très compétents, qui sont les bras techniques des collectivités territoriales, mais aussi qui accompagnent tous les projets qui sont mis en œuvre au niveau donc du pays. L'implication aussi des collectivités territoriales. Donc je rejoins le doyen qui vient de dire qu'il y a des collectivités territoriales qui sont là et qu'on est censé accompagner donc ces dynamiques pour dire aujourd'hui la territorialisation de ces politiques, notamment dans le cadre de cette coopération parce que nous, le pays aussi, c'est un pays qui est souverain, qui fait des ressources, qui produit, mais les ressources qui nous proviennent de cette coopération décentralisée, donc n'est juste qu'une petite plus-value qui vient compléter d'autres ressources déjà qui sont présentes. Donc pour éviter d'être trop long, j'ai voulu quand même un peu développer dans le cadre de la nature des projets, donc la nature aussi des réceptacles qui existent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc le dernier intervenant et on donne la parole au...
bonsoir. C'est Ndiawar Seck de l'association Chapacholi de Madrid. Et je suis de Louga. Louga qui est une ville de migrants. Et je voudrais remercier le maire de Rufisque pour la pertinence de ses idées. Mais aussi, on voudrait aussi ajouter un problème de confiance qui se pose parfois entre l'association migrante, par exemple, qui amène un projet au Sénégal, et ceux qui reçoivent les projets. En général, ils ne sont pas du tout préparés. Vous avez parlé des textes. Le micro est éteint. Le micro est éteint. Non. C'est bon. Ah, ok. C'est bon? C'est bon. Et il y a comme je le disais, qu'il y a un problème de confiance en général entre celui qui amène le projet et celui qui reçoit le projet. Et un problème aussi de préparation et de capacité, surtout. Moi, je vis à Louga, je travaille depuis des années avec la mairie de Louga. Mais pour des raisons politiques en général et de choix personnels, il y a un problème. Et donc, là, l'État aussi doit insister sur, par exemple, les textes, surtout, et insister au maire, au président du conseil départemental, d'avoir des équipes compétentes, surtout. Ça, c'est un problème que nous vivons depuis des années. Nous, comme association, nous sommes obligés de travailler directement avec des associations à Louga. Par exemple, nous travaillons avec le FESFOP, qui est un festival de folklore, mais qui fait aussi coopération, co-développement et du tout. Parce que nous risquons notre crédibilité. Et là, comme représentant de l'État aussi, il faudra insister sur ces points. Je vous remercie. Merci. Donc, on a terminé le débat. Pour des questions de temps, nous allons juste donner la parole pour 3 minutes à Diawira qui vient d'arriver, parce que votre collègue Koundoul a déjà parlé un peu de Fadema, et ensuite on donne la parole aux autres intervenants. Merci. Bonjour, excusez-moi du retard. Donc, je ne suis pas Derma, je suis le directeur général de l'ADPMA, Excusez-moi. de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises au Sénégal. Je salue tout le monde, en particulier certains amis, plus particulièrement Awa, Yera Dembélé, des anciens et toujours actifs combattants de la cause de la diaspora. Présenter rapidement, moi, je considère que j'en fais toujours partie, puisque je suis né, j'ai grandi en France, ayant été biberonné dans les associations de migrants depuis mes parents qui ont participé avec notamment des structures comme le GRDR, comme ensuite le Forum et d'autres associations villageoises à participer au développement de leur village ou de leur pays d'origine. Comme un bon Soninké, on est aussi biberonné à faire en sorte qu'on s'intéresse à son village. Je viens d'un petit village près de Bakel, dans la vallée du fleuve Sénégal. Et bien évidemment, on prend le virus de s'intéresser à ce qui concerne notre village d'origine, nos pays d'origine, nos zones d'origine, et à s'impliquer pour voir dans quelle mesure on peut apporter une valeur ajoutée au travers de nos compétences. Donc la question de la diaspora, pour moi, c'est une question presque fondamentale, parce qu'elle détermine mon engagement professionnel, universitaire, personnel, mon retour en Afrique. J'ai travaillé pour le ministère français des Affaires étrangères, et ensuite j'ai choisi de prendre la casquette africaine, puisque je suis multinational et binational en particulier, au Sénégal, pour accompagner les politiques qui pouvaient s'y faire. Donc aujourd'hui, je dirige l'ADPME,
l'Agence pour le développement et l'encadrement des petites et moyennes entreprises. Et le propos dans le débat, c'est comment est-ce que on permet en fait de construire, il y a un mot qui a été dit, la confiance entre les acteurs. Parce que je pense que c'est le mot essentiel. J'ai entendu aussi celui de financement. Bien évidemment, c'est un mot principal, mais confiance surtout. Parce qu'on peut parler de technique, mais avant tout, comment est-ce que les uns et les autres sont en mesure de se faire confiance pour arriver à monter des dossiers ensemble. C'est ce que la diaspora, les associations de la diaspora arrivent à faire en se connaissant les uns les autres. Et c'est la passerelle qu'ils essayent de mettre en place avec les autorités locales sur les territoires pour essayer de développer leurs projets. L'ADPME, c'est une agence qui accompagne les entrepreneurs, quel que soit le stade de vie de son entreprise. Et la particularité avec la diaspora, c'est que dans beaucoup de programmes que l'on met en place, des concours de business plan avec la Banque mondiale, d'autres mécanismes ou d'autres programmes que l'on met en place sur le pays, on a beaucoup d'acteurs de la diaspora qui sont des candidats, même si le projet n'est pas le projet au départ spécifiquement fixé ou ciblé sur cette dernière. Donc on a 10-15% de la diaspora qui essaye ou qui participe à ces projets qui sont mis en place. Et il se trouve qu'il y a un ancien projet qui caractérise la coopération entre le Sénégal et la France dans le domaine de la diaspora, le PAISD, le programme d'appui aux initiatives de solidarité et de développement, ou co-développement aussi appelé comme ça ailleurs, qui historiquement appuie les associations de la diaspora dans leur territoire d'origine et dans les projets de développement local. Et dans sa troisième phase, c'est-à-dire à partir de 2018, ce programme a mis en place une composante entrepreneuriat pour faire en sorte d'accompagner les migrants de la diaspora dans leurs projets entrepreneuriaux sur le pays d'origine. Et la particularité aussi de cette composante, c'est qu'il a été décidé de la confier aussi à une institution sénégalaise parce que son métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs. Et le défi dans la mise en place de ce programme, on aura l'occasion de rentrer peut-être plus en détail dans la journée, demain, et j'ai mes équipes aussi qui sont présents, et avec les responsables des associations. Le défi, c'est de faire en sorte, même si on est à distance, de donner le b.a.-ba pour les porteurs de projets de ce qu'est l'entrepreneuriat et de sa difficulté. Entreprendre sur un territoire, c'est déjà difficile, parce que son idée, il faut savoir si elle tient la route. Est-ce qu'elle peut être en mesure de générer des ressources? Est-ce que le business model est cohérent? Est-ce que ça peut permettre d'avoir un business plan qui va aussi tenir la route? Est-ce que parce que l'on maîtrise ce que l'on fait, on va pouvoir mobiliser des ressources pour pouvoir être appuyé ou financé? Quand on est en restant, par exemple, ici à Barcelone simplement, c'est déjà une difficulté. Alors la difficulté, elle est encore plus grande quand on est entre deux pays différents, son pays d'origine et le pays dans lequel on est. Et notre exercice, c'est de construire un certain nombre d'outils qui concernent l'entrepreneur de manière générale et de voir comment, avec les porteurs de projets, comment leurs idées peuvent tenir la route. Et la première des choses, c'est d'abord de tester est-ce que cette idée, elle est cohérente, en faisant des pauses créatives, en essayant de tester le projet, en voyant si la personne a aussi un peu le profil d'un entrepreneur. On peut le vouloir, on n'est pas forcément, on peut ne pas pouvoir être ou transformer son idée en entreprise, et de donner par du conseil, par de l'accompagnement, par des partenariats que l'on tisse avec des acteurs locaux, là où se trouve la diaspora, ici, puisque c'est en Espagne, en Italie, en Belgique et en France, construire les passerelles pour accompagner et donner le b.a.-ba pour pouvoir être appuyé. Voilà en gros ce que l'on fait, et d'autres choses viennent s'ajouter, comme les projets Meet Africa. L'idée pour nous, et je terminerai là, c'est d'avoir une démarche pour accompagner le profil de la diaspora entrepreneur, que ce soit parce qu'il est de retour
ou parce qu'il a une idée et qu'il veut être en mesure d'investir. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Il s'agit d'apporter notre pierre dans cet accompagnement de la diaspora sénégalaise. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Kabila. Et toutes nos discussions sur l'erreur concernant la fonction. Et donc, il nous reste quelques minutes parce que nous devons arrêter à 16h30 pour la pause. Alors, le temps de permettre aux autres intervenants de répondre aux différentes interpellations. Donc, on commence par Faderman. Merci M. Dembélé pour le rappel de l'ICID. Effectivement, c'est un outil formidable parce que moi-même j'ai été membre du conseil d'administration de l'ICID et j'ai compris aussi la dynamique qui anime les autorités politiques d'être en partenariat avec les acteurs. Oui, parce que j'entendais ma voix. C'est bizarre. Donc, effectivement, c'est un outil qui nous a permis de rectifier notre mode opératoire. Vous m'entendez? Et donc, ça nous a permis d'être plus opérationnels dans notre façon de faire et surtout d'impliquer les acteurs au cœur des décisions. Parce qu'être dans un conseil d'administration permet d'avoir une lecture du projet lui-même et d'avoir une vision et pour pouvoir repartir vers les bénéficiaires et leur apporter en tout cas la quintessence de la raison même d'être du conseil ici qui est un groupement d'intérêt public. Et je disais à l'entente de mon propos, c'était une volonté politique parce que c'est le seul département qui a cet outil de coopération décentralisée en partenariat avec les associations. Le conseil d'administration est composé par des représentants donc des entreprises, des communes et des associations. Et eux, ils composent le conseil d'administration. Ça, donc, c'est un fait. Et nous avons même été un peu plus loin parce que au-delà de ce qu'on appelle coopération décentralisée qui ne concerne que l'accès aux services sociaux de base, nous avons déjà entamé la réflexion pour accompagner des projets de migrants qui souhaitent retourner ou investir dans le pays d'origine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut présenter un projet à l'ICID et obtenir un financement. Voilà, donc c'est une composante nouvelle qui permet d'avoir une autre dynamique de développement local. L'autre aspect, parce qu'il y a eu des intervenants qui ont pointé du doigt le manque d'implication, soit des autorités locales, ou bien de décider d'amener un projet qui n'est pas, en tout cas, partagé avec les bénéficiaires. Et pour cela, je pense que j'inviterai ici un outil de projet qui est important, c'est le radar de compétences. Il permet de voir autour du projet qui peut apporter quoi et qui doit être, en tout cas, impliqué dans sa conception, dans sa réalisation, dans son suivi, et d'où l'intérêt aussi de pouvoir capter l'expertise des migrants qui ont une certaine vision transversale, c'est-à-dire d'ici et là-bas. D'où l'intérêt justement d'utiliser les compétences de la diaspora pour accompagner les projets structurants dans leur pays d'origine. Et le PAISD, effectivement, c'est une structure qui a beaucoup travaillé avec les migrants de France vers les projets, en tout cas pour les projets portés par les migrants, parce que le projet que j'ai évoqué tout à l'heure, l'hôpital de Ourossogui, est financé en partie par le PAISD, plus les apports des Yvelines et de la diaspora, constitués en association de fédération. Voilà les éléments de complément que je voulais apporter. Merci. Aïssatou. I think je pense que d'abord je vais répondre à Tefera and the woman from Hida. As he said, I think like we, the diaspora people, are added valued, like nothing else but added valued. We are not just problems, but mostly solutions. I think where the problem comes with starting things and not finishing up is mostly from the big organization going back home and starting different programs.
Because when you go, not knowing a country, not knowing the language, not knowing the people, how they work, there are a lot of aspects that you guys should have as a luggage when you are going. When you go, we never know like anything. You just wake up a day and say, okay, this sounds very good, and start the program without even us or the people that are concerned about the program even not knowing that this thing is existing. And when you do so, you go to a country without knowing any of all these aspects, starting something. Of course, the people will not be involved because it's not people that they trust coming and working with them. So you have to start involving more people that have the right experiences and are on the right places to be able to do this together. Because as long as you don't understand, like, we are a team, and a teamwork is like people working together. Until then, we will always start things and never finishing them up. And it will affect you, affect us, and affect everyone in the long term. So I think like we have to start like being more inclusive into the working, like when we are working together. And Tefera, he spoke about, I think, things like this, about the diaspora. And I always want us to like be more positive into our, the way we use like the diaspora. Because leaving a country, coming to a new country where you don't speak the language, you don't know anything about this new country, everything that you know is something that you have to learn. You leave a family sometimes, you leave like everything that you coming to a new country. Sometimes it's because of the realities that are in different countries that people leave their country to come to a new one. So when we come here, I think it's up to us to make sure like we work where we are and make sure that we help as well as much as we can the people that we leave behind. It will always be like that, like always trying to build a barrier between us, where we are, and where we left, because those people will never be forgotten by us. Thank you. Representante du Front. Ahora me voy a expresar en castellano para ser más rápido y más, ofrecer las ideas de forma más resumida. Bueno, en mi exposición anterior me he basado mucho en las problemáticas que habíamos identificado como Fons Català y como ayuntamientos catalanes en el ámbito del ecodesarrollo y del trabajo con las diásporas. De forma telegráfica, 4 puntos, 4 proyectos que están siendo llevados a cabo por parte del Fons Català para dar respuesta a estas temáticas, que además cada uno de ellos se relaciona con algunas de las intervenciones que ha habido también por parte del público. En primer lugar, hemos puesto en marcha como red de ayuntamientos un proyecto para hacer diagnósticos personalizados en cada municipio, en cada comuna, porque la realidad también aquí en los municipios catalanes es distinta. Sabéis que los procesos migratorios normalmente, cuando llega alguien de un pueblo de origen, pues viene algún familiar, viene algún amigo y se produce una concentración, con lo cual nos encontramos pueblos aquí en Cataluña o ciudades en los que hay gente originaria pues de la región de Sediu o de Kolda o de San Luis o de otras zonas. Por tanto, este es un trabajo que estamos haciendo de diagnósticos personalizados para poder dar una respuesta también personalizada a la demanda que hay tanto por parte de la diáspora local como del ayuntamiento. En segundo lugar, otro proyecto que estamos llevando a cabo es uno de fortalecimiento de capacidades en gestión de proyectos. Para eso también, y lo digo desde esta tribuna pública, nos gustaría contar con el apoyo de la Taula pel Codesenvolupament, que es una iniciativa que se ha puesto en marcha hace un año y pico, para trabajar directamente con las asociaciones de inmigrantes para poder fortalecer esas capacidades. También estamos trabajando en la línea de crear alianzas con otros actores, especialmente pues universidades o centros de estudios específicos de cooperación, para que puedan dar esa formación, ese apoyo a las asociaciones de gestión de proyectos.
99,5% de la población española tampoco es capaz de formular un proyecto. O sea, no quiero que se malinterprete lo que yo he comentado antes, de que los inmigrantes cuando vienen no pueden hacerlo, es porque simplemente hace falta una formación específica para gestionar un proyecto, no hace falta solo buena voluntad, ¿vale? Entonces, tercer punto, el alineamiento con los planes de desarrollo local de otros países socios. Es algo que también desde el Fons Català hemos estado apoyando. De hecho, está aquí en el público el director de la RD de SEDIU, en el marco, o sea, con quien hemos trabajado, y junto con otras dos RDs y la Agencia Catalana de Cooperación y la Diputación de Barcelona, en un espacio de concertación para que ese alineamiento de las políticas de cooperación y desarrollo sean mucho más efectivas. Y último punto, el refuerzo del trabajo en red. O sea, creemos que esto es fundamental para trabajar desde lo local hasta lo más global, especialmente cuando queremos acceder pues, a fondos europeos o involucrar a organismos multilaterales como Naciones Unidas para que los proyectos sean más sólidos. Inmigrante, metinalo, dem bahía saja para Saidón. No tengo papel, vivo ilegal, salgo en la calle, me llevan para cárcel. Inmigrante, metinalo, dem bahía saja para